Maintenant, dernier module, je dirais, sur le marché du travail. Je vais tout de suite passer la parole à Manon Pierrot, ma collègue. Merci, bonjour à tous. Donc, comme mes collègues avant moi, je vais vous faire une petite introduction concernant le marché du travail et les compétences qui ont été transférées lors de la 6e réforme. Plus ou moins même structure. Donc, qu'est-ce que c'est d'abord les compétences du travail, enfin des compétences de l'État dans le marché du travail? Quelle était la répartition des compétences avant la réforme? Qu'est-ce que la réforme a transféré de plus? Et puis, j'aborderai avec vous des exemples de politiques régionales qui ont été mises en place par la suite par les régions. Donc d'abord, quand on parle de compétences liées au marché du travail, on parle de quoi? Bien, les actions publiques, elles peuvent prendre principalement 3 formes. On va avoir d'abord les actions qui visent à augmenter la demande de travail de la part des entreprises, donc en réduisant le coût du travail pour les employeurs. On va avoir ensuite les actions qui visent à augmenter l'offre de travail, donc toutes les mesures qui vont inciter les demandeurs d'emploi à chercher activement de l'emploi. Et enfin, les actions qui vont viser à mieux se faire rencontrer l'offre et la demande, donc soit en ciblant des groupes particuliers de demandeurs d'emploi qui ont du mal à s'insérer sur le marché de l'emploi, soit en augmentant la formation, par exemple, pour que l'offre d'emploi coïncide avec la demande dans les secteurs. Avant la 6e réforme de l'emploi, il y avait déjà eu des transferts de compétences dans le marché de l'emploi aux entités fédérées. Donc ça ne date pas de la 6e réforme, et les entités étaient donc déjà compétentes pour le placement des travailleurs, donc le suivi et l'accompagnement des chercheurs d'emploi, pour la remise au travail des demandeurs d'emploi inoccupés à travers de l'aide à la promotion de l'emploi, connue sous les noms d'APE ou d'ACS, pour la formation professionnelle. Là c'était les communautés qui étaient compétentes principalement puisqu'il s'agit d'éducation, de formation, enseignement. Et aussi l'emploi des personnes handicapées et l'application des normes concernant l'occupation des travailleurs étrangers. L'État fédéral était quant à lui entièrement responsable pour l'assurance chômage, aussi bien les conditions d'octroi que le niveau et la durée des allocations. Et pour l'activation des allocations de chômage, c'est le fait de continuer à percevoir une allocation lorsqu'on a été chômeur et qu'on trouve un emploi. Pour les réductions de cotisations sociales aussi bien patronales que personnelles. Pour les mesures fiscales. Pour la formation et l'évolution des salaires, pour le droit du travail et enfin pour ce qu'on qualifie de services de proximité, à savoir les titres-services et les agences locales pour l'emploi. La 6e réforme a transféré 4 types de compétences supplémentaires aux entités fédérées, c'est-à-dire le contrôle de la disponibilité, les mesures axées sur les groupes cibles, les services de proximité et la formation et l'insertion. En ce qui concerne le contrôle de la disponibilité, les régions sont désormais compétentes pour le contrôle de la disponibilité active et passive des demandeurs d'emploi. Donc ce sont elles qui vérifient que les demandeurs d'emploi sont effectivement disponibles pour travailler. Et elles sont également responsables de l'imposition de sanctions relatives à ce contrôle. C'est toutefois l'autorité fédérale qui est restée compétente pour le cadre normatif des sanctions. Il y a deuxièmement les mesures axées sur les groupes cibles. Là, les régions sont devenues compétentes aussi bien pour le choix des publics ciblés par ces mesures que pour le montant et la durée des aides. Et il s'agit principalement de 2 types de mesures qu'on abordera de nouveau par la suite. Ce sont les réductions de cotisations sociales patronales groupe cible. Ce sont les réductions de cotisations sociales qui sont liées à des caractéristiques du travailleur. Son âge, la durée pendant laquelle il a été au chômage avant son emploi, ou bien encore son niveau d'éducation. Et d'autre part, l'activation des allocations de chômage. Alors, il y avait également, donc je vous disais, les services de proximité et la formation et l'insertion. Les services de proximité, ça comprend les titres-services, y compris les dépenses fiscales liées, puisque les titres-services s'accompagnent de déductions fiscales pour les utilisateurs, et cela a été également transféré aux régions. Et en ce qui concerne la formation et l'insertion, on a complété les compétences des communautés qui touchaient à la formation professionnelle avec d'autres compétences. Et on a également transféré aux régions les programmes visant les bénéficiaires du droit à l'insertion sociale dans les CPAS, qu'on connaît plus communément en Belgique sous le nom d'article 60-61. Ça signifie que les mesures qui sont liées au coût du travail, aux allocations de chômage, à la lutte contre les pièges à l'emploi, à la formation des salaires, etc., relèvent toujours de l'autorité fédérale. Maintenant, je vais voir avec vous ce que ça représente en termes de montants transférés. Donc ça, ce sont les estimations au 1er janvier 2015, sur un total de la 6e réforme qui transférait 20,4 milliards d'euros.
les dépenses associées au marché du travail représentent 4,7 milliards d'euros et celles-ci se décomposent en mesures liées au titre-service pour 1,7 milliard, les mesures liées au groupe cible pour 1,2 milliard, les plans emploi pour 1,1 milliard. Alors les plans emploi, ils étaient déjà aux régions, là il s'agit d'un transfert de compétences budgétaires qui accompagnent pour leur transférer tout l'ensemble de la compétence, mais ils avaient déjà une certaine autonomie en la matière. Et puis les articles 60-61 qui s'élèvent à 205 millions d'euros. Et donc, pour financer ces nouvelles compétences, il a évidemment fallu transférer des moyens aux régions, et cela a pris place sous la forme d'une dotation. C'est une dotation spécifique qui couvre à la fois les nouvelles compétences que la 6e réforme a transférées, mais aussi les compétences préexistantes. Donc on a une dotation emploi unique pour toutes les compétences liées à l'emploi. Et le montant total de cette dotation a été calculé sur base de 90% des dépenses estimées pour 2015. Ce montant total a ensuite été réparti entre les régions sur base de la clé IPP au lieu de domicile. Clé IPP au lieu de domicile, ça signifie que les régions vont recevoir des moyens proportionnellement à la participation de leurs habitants dans l'assiette fiscale belge. Au plus une région a des habitants dont les revenus sont élevés et qui donc génèrent un impôt des personnes physiques plus élevé, au plus elle va recevoir une part importante de la dotation emploi. Il y a aussi un mécanisme de contribution à l'assainissement des finances publiques de la part des régions, puisque cette dotation ne sera liée qu'à hauteur de 75% de la croissance en 2016 et à hauteur de 55% à partir de 2017. Comme c'était le cas pour les personnes âgées, ici vous remarquez également que les moyens qui sont apportés aux régions vont être très différents des besoins effectifs dans les régions, où on a des taux de chômage très contrastés entre d'une part la région flamande et d'autre part la région wallonne et Bruxelles. Et donc, on a introduit également un mécanisme de transition qui garantit qu'aucune entité ne sort ni gagnante ni perdante de ce nouveau type de financement en 2015. Pour introduire ce mécanisme de financement, on a augmenté la dotation des 10% qui sont non transférés au départ et on a utilisé la différence entre le taux d'utilisation, qui représente les besoins effectifs dans les régions, et la clé de répartition basée sur l'IPP. Ce mécanisme de transition garde la même valeur nominale pendant 10 ans et il est ensuite diminué de manière linéaire les 10 années suivantes. Maintenant, je vais aborder avec vous deux exemples de politique régionale. Tout d'abord les titres-services et puis on abordera les groupes cibles. Alors en ce qui concerne les titres-services, c'est une mesure qui a été généralisée au niveau fédéral en 2004 et qui avait un objectif triple. Le premier objectif était de répondre à une demande des particuliers d'avoir accès à des aides ménagères. Le deuxième était d'entraîner la création d'emplois pour les personnes peu qualifiées. Et le troisième était de lutter contre le travail dans le secteur informel, donc le travail au noir, dans le secteur des tâches ménagères. Alors ces titres-services, ils ont trois aspects très importants dont on va discuter ici et sur lesquels les régions ont gagné une autonomie, à savoir la valeur faciale, la déduction fiscale et l'intervention auprès de l'entreprise. La valeur faciale, c'est quoi? C'est ce que l'utilisateur paye pour chaque titre-service utilisé. La déduction fiscale, c'est la déductibilité auquel l'utilisateur a accès au moment de sa déclaration sur les titres-services utilisés. Et l'intervention auprès de l'entreprise, c'est ce que l'entreprise perçoit effectivement pour chaque titre-service presté. Donc la différence entre la valeur faciale du titre-service payé par l'utilisateur et l'intervention est payée par un subside des régions, auparavant par le fédéral. Alors la valeur faciale, elle est restée la même dans les trois régions. Elles ont toutes les trois maintenu 9 € pour les 400 premiers chèques et 10 € pour les 100 suivants. En revanche, on a eu une diminution de la déduction fiscale qui s'élevait à 30% lorsque les titres-services étaient encore fédéraux. C'est resté 30% en région flamande jusqu'au 1er janvier 2020, où c'est passé à 20% de déductibilité fiscale sur les 170 premiers titres, avec donc une déduction fiscale maximale de 306 € par personne par an. C'est plus bas en région de Bruxelles-Capitale où c'est 15% sur les 163 premiers titres, donc pour une intervention maximale de 220,05 € par an par personne. Et en région wallonne, on a une déduction fiscale encore moins élevée à 10% sur les 150 premiers titres. En ce qui concerne l'intervention, donc là vous voyez qu'en termes de déduction, c'est la Flandre qui a maintenu un système plus généreux pour les utilisateurs et la région wallonne a diminué cet avantage pour les utilisateurs. En revanche, dans l'intervention qui est offerte à l'entreprise, c'est la région flamande qui a le plus diminué cette intervention, puisqu'elle s'élève au 1er septembre 2021 à 23,82 € par titre-service.
et l'indexation n'y est plus que de 73%, tandis que l'indexation est restée à 100% en région Bruxelles-Capitale, mais conditionnée, et à 100% inconditionnée en région Wallonne. Il y avait également une obligation de recruter 60% des travailleurs nouvellement engagés dans le groupe des chômeurs complets indemnisés et les bénéficiaires d'un revenu d'intégration lorsque la mesure était fédérale. Cette obligation a été maintenue en région Wallonne et en région Bruxelles-Capitale, mais elle a été suspendue en région flamande. On va maintenant passer au groupe cible. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a deux types de mesures axées sur les groupes cibles. D'une part, les réductions de cotisations sociales groupe cible, et d'autre part, l'activation des allocations de chômage. C'est important, pourquoi? Parce que ces deux mesures utilisent un critère différent pour définir qui a droit à cette mesure. Les réductions de cotisations sociales utilisent un critère d'unité d'établissement de l'entreprise, donc du lieu de travail. La réduction est perçue par l'employeur selon la région dans laquelle il est installé. En revanche, l'activation des allocations de chômage retient un critère de domicile du travailleur. Donc l'activation, l'allocation de travail ou l'activation de l'allocation de chômage suit le travailleur wallon, où qu'il aille travailler, suit le travailleur bruxellois, où qu'il aille travailler, etc. On est également dans le marché de l'emploi face à des contextes régionaux contrastés, puisqu'on a une région flamande qui est presque au plein emploi, tandis que la région wallonne et la région de Bruxelles-Capitale connaissent des taux de chômage plus importants. Et ce qu'on a remarqué dans les trois régions, c'est une orientation, un recentrage commun sur trois groupes cibles, à savoir les jeunes travailleurs de moins de 25 ans, peu ou moyennement qualifiés, les travailleurs âgés et les demandeurs d'emploi de longue durée. Cette troisième catégorie, c'est surtout en région wallonne et en région Bruxelles-Capitale. Alors, en ce qui concerne les mesures ciblées sur les travailleurs âgés, là on a maintenu l'approche réduction de cotisation dans les trois régions, donc avec comme critère le lieu de travail du travailleur. La limite d'âge a été ramenée à 55 ans dans les trois régions, et en revanche, on a un salaire trimestriel de référence, donc qui est le salaire utilisé pour calculer, le salaire maximal utilisé pour calculer les réductions de cotisation, qui est différent pour les travailleurs âgés, puisqu'il est plus faible en région Bruxelles-Capitale. En revanche, en ce qui concerne les jeunes travailleurs, là on a eu des approches plus différentes, dans le sens où, même si toutes les approches ont une attention particulière pour les jeunes peu ou moyennement qualifiés, on a utilisé en Flandre une approche réduction de cotisation, donc liée au lieu de travail, mais en Wallonie et à Bruxelles, on a utilisé des mesures qui retiennent comme critère le lieu de domicile. Ce qui veut dire qu'on peut maintenant tout à fait imaginer qu'un employeur engageant un jeune wallon dans une entreprise en Flandre profite à la fois de la réduction de cotisation flamande et de l'activation des allocations wallonnes, puisqu'on a des critères différents. En conclusion, on avait des régions qui disposaient déjà de certaines compétences et la 6e réforme a renforcé leur autonomie dans le marché de l'emploi, même si on a maintenu des compétences au niveau fédéral, comme l'assurance chômage et le droit du travail. Et alors on voit que la régionalisation des compétences a donné lieu à des politiques régionales différenciées selon les préférences des régions, dans le domaine notamment des titres-services et des groupes cibles. Voilà, je vous remercie pour votre attention. L'administratrice générale du Forum n'a pas pu nous rejoindre finalement, ce qui nous donne la chance de rencontrer Madame Joëlle Soir. Donc vous êtes conseillère de l'administratrice générale du Forum, en charge de la coordination, de la préparation des transferts, de l'accueil, du suivi des matières transférées et de leur évolution. Voilà. Quelle charge de travail. Voilà. Madame. Ça fait 10 ans de ma vie. Et vous êtes actuellement chargé pour le Forum de la coordination de la mise en place, de la mise en œuvre du plan de relance de la Wallonie. Voilà, je vous cède la parole. Merci beaucoup. Merci. Donc je vous prie vraiment d'excuser Marie-Christine Van Bockestal, qui était bien triste parce que c'est un sujet qu'elle aime beaucoup. La régionalisation, elle l'a accompagnée dans toutes ses étapes. Alors c'est ce bouton-là. Alors, étions-nous bien préparés? C'est la première question qu'on pourrait se poser. En fait, dès qu'elle a pris ses fonctions, Marie-Christine Van Bockestal, entendant fin 2011 qu'on allait régionaliser des compétences, elle a créé au sein du Forum une cellule transfert pour préparer cette régionalisation. En février 2012, à l'initiative du Forum, une task force régionale a été créée qui regroupait les dirigeants du SPOE, donc de l'administration wallonne,
du Conseil économique et social, de l'Institut de formation des classes moyennes et évidemment du Forum. Cette task force s'est adjoint à un groupe d'experts dont la mission était de documenter les dirigeants wallons sur les matières qui allaient être transférées, puisque dans la déclaration politique, on avait énuméré toutes ces matières. Alors on s'est mis au travail, les experts, et on s'est dit, ben, on connaît, hein, les ALD, il y en a une dans chaque commune, on sait ce que c'est. Et puis en fouillant, en entrant dans les dispositifs, on s'est progressivement rendu compte que c'était beaucoup plus complexe, d'une complexité parfois vraiment très très importante. Donc on a fait le travail le plus exhaustif qu'on a pu, avec l'aide parfois de l'ONEM qui nous donnait des informations, mais surtout en faisant vraiment de la fouille, de la recherche documentaire, en réunissant des chiffres, des budgets, et on a constitué ainsi un inventaire le plus exhaustif possible, qui était déjà à ce moment-là assorti de la mise en évidence de certains points d'attention, de certains dangers. On faisait déjà un peu des recommandations. Alors parallèlement à ça, le gouvernement wallon, lui, ne restait pas les mains croisées, bien entendu, les bras croisés plutôt, et il mettait en place une méthodologie de préparation de l'accueil des différentes compétences dans tous les domaines, pas seulement le marché du travail évidemment. Mais il y avait un groupe thématique emploi, que les experts, enfin non, que la task force évoquée plus haut a intégré en arrivant avec le travail, parce que déjà le travail est fait, hein. Oui, mais il fallait encore vraiment argumenter pour décider qui allait accueillir quel type de compétences. Et c'était pas aussi ça, parce qu'on n'était pas nécessairement tous d'accord. Et il y avait en particulier des prises de position très fermes d'organisations syndicales, par exemple, ou de certains. Je vais prendre l'exemple du contrôle de la disponibilité, qu'on a évoqué tout à l'heure. Les organisations syndicales étaient résolument opposées à ce que cette compétence puisse être accueillie par le Forum, dans la mesure où le Forum, sa mission, c'était d'accompagner les demandeurs d'emploi. Et on ne pouvait pas imaginer qu'un même organisme puisse accompagner les demandeurs d'emploi, les contrôler et les sanctionner. Donc ils exigeaient, quelque part, qu'on crée un nouvel organisme wallon chargé de la compétence de contrôle. Donc les différents travaux ont permis d'alimenter le gouvernement wallon, qui n'a pas pu décider surtout en une fois, parce qu'il y a vraiment eu des discussions très, très, très fermes. La première décision, fin 2013, était encore relativement facile, mais sur le contrôle en particulier, il a vraiment fallu des débats que je pourrais qualifier d'acharnés. Ce que le gouvernement a également décidé, c'est comment on allait répartir les compétences entre organismes wallons. Je ne parlerai que du Forum, je vais parler de l'IFAPM ou ce genre de choses, mais pour répartir les compétences entre l'administration et le Forum, le gouvernement s'est dit, mais l'administration va recevoir les fonctions plutôt régaliennes. Donc tout ce qui est agrément des entreprises titres-services, par exemple, et tout ce qui est contrôle via ces services d'inspection. Et le Forum, eh ben, il hérite du reste, c'est-à-dire la mise en œuvre, l'opérationnalisation. Toujours parallèlement à ça, parce que les agendas se chevauchent fatalement, début 2013, la Wallonie a pu intégrer la task force interfédérale qui était coordonnée par la chancellerie du Premier ministre. Et c'est au sein de cette task force que se sont discutés les protocoles de collaboration. En fait, on l'a sûrement évoqué depuis le début de la journée, mais les transferts, la date des transferts, c'est le 1er juillet 2014. Et les protocoles de transition visaient à déterminer comment les organismes fédéraux allaient continuer à exercer les compétences transférées pour le compte des régions entre cette date, 1er juillet 2014, et la date effective à laquelle les régions allaient prendre ces compétences en charge pour les exercer. C'est aussi au sein de cette task force qu'on a été informé de la répartition des ressources en région, sans marge de manœuvre et quasi sans discussion possible. Les organismes fédéraux avaient estimé la charge de travail que représentaient ces compétences, et ça se traduisait par 5,03 équivalents temps plein pour faire ça pour la Wallonie, 17,04 équivalents temps plein pour faire ça, et les seules marges de manœuvre ont consisté à corriger des erreurs manifestes, quelques oublis.
C'est aussi au sein de cette task force qu'on a organisé les formations, parce qu'on s'était renseigné, mais en entrant alors en formation au fédéral, à l'ONEM surtout, on s'est rendu compte que c'était encore beaucoup plus complexe. En fait, moi je me souviens qu'à l'époque je disais, oui, on croyait que le transfert des compétences c'était une montagne, une énorme montagne, et puis plus on avançait dans la préparation, plus on disait c'est pas une montagne, c'est un iceberg. Et en fait, la face visible, la montagne qui paraissait insurmontable, c'est bien pire, parce que l'iceberg, vous savez comment ça va, le pire est en bas. Toujours parallèlement à ça, au sein de Synerjob, pour ceux qui ne le savent pas, Synerjob, c'est la SBL qui réunit tous les services publics de l'emploi belges, donc Actiris, la DG pour la communauté germanophone, Bruxelles Formation, le Forum et le VDAB. Les dirigeants de ces différents services de l'emploi se voient régulièrement pour discuter des sujets qui les concernent, qui les intéressent. Et fatalement, ils ont voulu discuter de la régionalisation. Et on a créé un groupe de travail régionalisation. On a organisé des séminaires pour s'informer mutuellement de la lecture qu'on avait des différents dispositifs, et puis par la suite de la façon dont ça allait se passer dans chacune des régions. Qui allait devenir le réceptacle de quelles compétences, comment allait-on les mettre en œuvre et comment allait-on les faire évoluer. Il nous arrive encore de discuter de transfert de compétences à l'heure actuelle. Alors, les matières transférées au Forum, on a vu Manon, qui est intervenu avant, vous a énuméré les compétences qui devaient être transférées. Moi, je ne parle ici que de celles qui ont été hébergées par le Forum. Alors, il y a eu deux dates pour les transferts. La première, le 1er avril 2015, concernait les matières qui auparavant étaient gérées par le SPF Emploi. Et le 1er janvier 2016, c'était les matières ONEM et les réductions de cotes ONSS APL, comme on disait à l'époque. Alors, ces deux dates, de nouveau, ce n'était pas vraiment négociable. En fait, on nous a fait comprendre que le fédéral était quand même assez pressé, je ne vais pas dire de se débarrasser de ses compétences, mais puisque c'était régionalisé, ils nous ont clairement fait comprendre qu'il n'était pas question qu'on leur laisse continuer à exercer les compétences transférées pendant 10 ans. L'ONEM en avait l'expérience d'un précédent transfert de compétences, donc ils ne voulaient plus se retrouver dans la même situation. Et nos amis flamands étaient assez pressés d'accueillir les compétences, donc on n'a pas pu se démarquer. Et je me souviens quand je suis rentrée au Forum en disant « Aïe, 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 on veut précipiter les choses », Marie-Christine Van a dit on tient le tempo, on mettra toutes les ressources qu'il faudra pour y arriver, mais on tient le tempo, on ne va pas dire que nous, on ne peut pas. On n'a quand même pas tout accueilli. Je m'empresse de dire que quand on a été le nez dans le guidon, que la date approchait, on s'est rendu compte, par exemple, que dans le cas des matières ONEM, les primes et compléments, ça n'allait pas être possible. Et l'ONEM a continué à les gérer pour nous, jusqu'à ce qu'on les supprime, pratiquement. Et il y a des matières qui, encore aujourd'hui, sont toujours gérées par l'ONEM, comme ciné. On ne l'a pas encore repris, ciné. Mais j'aurai l'occasion d'y revenir. Donc, en gros, du SPF Emploi, on a eu le congé éducation payé, le fonds de formation titre-service, le fonds de l'expérience professionnelle et un tout petit truc, réduction de code pour les tuteurs. De l'ONEM, le fameux contrôle de la disponibilité, les dispenses, les activations primes et compléments, les agences locales pour l'emploi, les titres-services, l'emplacement, mais c'est un petit machin rikiki ça, et alors les réductions de cotes, groupes cibles et spécifiques comme les artistes, etc. Si vous vous en souvenez bien, il est bien prévu que l'ONEM et l'ONSS restent les opérateurs administratifs. Donc, pour les activations, par exemple, c'est l'ONEM qui continue à les payer. C'est la région wallonne, c'est le Forum qui décide, mais c'est l'ONEM qui paie via les organismes de paiement. Et concernant l'ONSS, c'est la Wallonie qui décide de créer ou de supprimer des réductions de cotisation, mais c'est l'ONSS qui continue à faire son travail. Alors...
Les grands principes qui ont présidé au transfert de compétences, le tout premier, c'est qu'on était quand même un peu obligé, mais c'était transféré à l'identique. Pourquoi dis-je qu'on était quand même un peu obligé? C'est qu'étant donné les délais qui étaient très serrés, il était difficile d'imaginer qu'on allait adapter des dispositifs avant de les implanter en Wallonie, puisque ça impliquait des révisions réglementaires, des décrets, des arrêtés, etc. Ce n'était pas réalisable dans le temps imparti. Donc, quand on l'a pu, on a fait la même chose que ce que faisait par exemple l'ONEM. Je dis quand on l'a pu parce que j'ai déjà lourdement insisté sur le fait que les ressources humaines transférées n'étaient peut-être pas tout à fait suffisantes. Et effectivement, quand le Forem reçoit 3,92 équivalents temps plein pour octroyer des dispenses, pour reprendre des études, des formations ou des stages, qu'à l'ONEM, c'est une compétence qui était gérée dans les bureaux de chômage, il est impossible pour le Forem de gérer de cette façon-là, sauf en recrutant en masse, évidemment. Et ce n'était pas vraiment le but du jeu. Donc il a fallu faire preuve d'ingéniosité, de créativité. Et par exemple, cette compétence-là, on a décidé d'emblée de la centraliser et de travailler essentiellement à distance, c'est-à-dire avec nos centres d'appel, avec le web, avec des messages, voire avec du courrier quand il fallait. L'un des grands principes, c'était aussi d'assurer la continuité du service. Ça paraît évident, mais quand on a une masse de compétences comme celle dont on a hérité, ce n'est pas si évident que ça. Et ça a été très stressant à certains moments. Je vais prendre là aussi un exemple. On a hérité de la compétence de délivrer les cartes Activa et d'accorder les activations. Et pour réaliser cette mission, on a hérité de 5,03 équivalents temps plein. Donc là, de nouveau, c'était mission impossible. Et nos nouveaux collègues, quand ils sont arrivés de l'ONEM au Forem, ils nous ont dit « mais c'est pas possible, vous êtes vraiment fait avoir, hein, parce qu'on aurait dû vous transférer beaucoup plus de monde pour faire ça ». Ce qui compliquait également les choses, c'est que, si vous vous en souvenez, les cartes Activa, elles étaient accordées en fonction du nombre de jours de chômage. Or, cette information, elle est à l'ONEM et nulle part ailleurs. Et on n'avait pas de flux qui nous permettait d'identifier le nombre de jours de chômage. Donc là, à partir du 1er janvier 2016, on a ramé. Là, sur ce point-là, on a ramé, d'autant que les demandeurs d'emploi, ça les inquiétait un peu, cette régionalisation. Donc ils demandaient des cartes Activa beaucoup plus que ce qu'ils le faisaient quand c'était toujours à l'ONEM. Parce que ils avaient peur de ne pas avoir la carte Activa, donc ils n'avaient aucun emploi en vue, mais ils demandaient quand même une carte Activa. Il a fallu dire, bon, pour le moment, vous ne pouvez demander la carte Activa que si vous avez pour essayer de désengorger le service. On a même eu des nouveaux collègues qui venaient de l'ONEM qui sont retournés. Ils sont retournés dans les bureaux de chômage pour pouvoir utiliser les écrans de l'ONEM pour désengorger, parce que les files d'attente... Et puis alors, en mettant un pied devant l'autre, on a pu obtenir des flux et les utiliser. Mais ce sont vraiment les premières semaines qui ont été très stressantes. Un autre point qui était très important pour nous, c'était d'accueillir les nouveaux collaborateurs dans les conditions optimales. Il y avait des collaborateurs qui n'avaient pas envie de venir chez nous. Je ne comprends pas, moi, ça, hein, mais bon. Les collaborateurs qui travaillaient dans les ALE, par exemple, ils étaient très inquiets de venir au Forem, parce que l'ONEM les laisser travailler avec beaucoup d'autonomie. Alors, soit ils étaient très autonomes dans leurs ALE, soit que l'ONEM allait les chercher dans les ALE pour leur faire réintégrer les bureaux de chômage et leur faire faire du contrôle de l'interruption de carrière ou d'autres missions de l'ONEM. Mais ils se rendaient compte, parce qu'on les a rencontrés très tôt, les collaborateurs qui allaient venir chez nous, et on leur expliquait qu'on allait les intégrer au Forem, qu'ils allaient travailler avec les conseillers dans le cadre de l'accompagnement, etc. Et ça les inquiétait très fort parce qu'ils se rendaient compte que ça n'allait pas être comme l'ONEM, que le Forem allait... Donc pour les soigner, on a fait en sorte qu'ils aient dans leur sac à dos fédéral tous les avantages qu'ils avaient eu au fédéral, et en plus, quand ils arrivaient, on leur dit « vous aurez chaque repas ». Donc l'avantage régional. Et puis, par exemple, les travailleurs ALE, ils avaient une clause résolutoire dans leur contrat. C'est une fameuse épée de Damoclès, hein, ça. Et on a dit, il n'y a plus de clause résolutoire. Donc c'était vraiment pour faire en sorte qu'ils soient heureux de venir chez nous, quoi. Bon, les principales difficultés qu'on a rencontrées, je crois que vous avez compris que je vais parler des ressources humaines, parce qu'il y avait un problème de nombre, très clairement, mais pas que.
Parce que les gens qui nous étaient transférés, c'était, comment ils les appelaient encore, des facilitateurs pour le contrôle. C'était des agents ailés, c'était des agents, mais aucun manager, enfin aucun chef d'équipe, etc. Personne pour l'ICT, aucun juriste, personne pour la compta, les marchés publics. C'était des agents qui pouvaient mettre en œuvre, mais dans les compétences transférées, il y avait quand même le fameux morceau. Hein. Il y avait 2 énormes marchés publics avec des sociétés émettrices de chèques, pour le titre-service et le chèque ALE, et il y avait une batterie de besoins juridiques. On a d'emblée dû engager 5 juristes. Hein. Donc il a fallu compenser ces manques et en nombre et en compétences. Donc il a fallu faire monter des gens de chez nous. Il y a des gens qui ont dû s'approprier le titre-service. On n'avait personne pour gérer. Ça se gérait tout seul, puisqu'on ne nous transférait personne. Donc c'est vraiment des gens de nos équipes qui ont dû s'approprier la matière et faire en sorte que ça roule. Maintenant, il y a une dizaine de personnes qui travaillent sur le titre-service. Pas tout à temps plein. Je dis, mais il y a des juristes, il y a des acheteurs, il y a des gens à la compta, évidemment. Donc on a fait monter des gens de chez nous. On a aussi recruté, il y a eu une 50aine de recrutements en tout. Quand on sait qu'on accueillait, je ne sais plus finalement si c'est 460 ou 480 personnes, parce qu'entre-temps, il y en a qui avaient été mis à la retraite, il y en a qui étaient morts, il y en a qui avaient démissionné, mais on a dû embaucher une 50aine de personnes. Ça fait 10% de ce qu'on recevait, c'est pas rien, quand même. Une autre grosse difficulté, ça a été tout ce qui concernait les développements informatiques. En fait, le fédéral se doutait, savait depuis un certain temps que certaines des matières qu'il gérait allaient être transférées. Donc il ne faisait plus de développement. Et les applications qui existaient pour gérer les matières, par exemple l'OSPF emploi, ben, on pouvait dire qu'elles étaient obsolètes. Et nos équipes ont parfois dû commencer à travailler dans des fichiers Excel, bricoler des choses, parce qu'il était impossible de développer toutes les applications nécessaires en aussi peu de temps. Donc il a fallu travailler par phase, bricoler, se débrouiller, et puis finalement tout a pu être mis en œuvre, mais c'est vraiment au fil du temps. Et là, le NEM, oui, il voulait bien qu'on utilise leur application. Donc pour régionaliser des matières, il aurait fallu que le FOREM, organisme régional, adopte les outils informatiques du fédéral. Donc ça avait quelque chose d'un peu... On s'est débrouillé autrement. Alors, comment ont évolué ces matières? C'est quand même le but du jeu. Enfin, moi j'ai toujours entendu qu'on régionalisait les compétences afin que les régions puissent se les approprier et faire en sorte qu'elles soient plus conformes, qu'elles répondent mieux aux besoins spécifiques de leur marché du travail. Donc le but c'était quand même d'adapter, de réformer, etc. Alors en Wallonie, on est arrivé à réformer les aides à l'emploi, dont on a parlé tout à l'heure. Et ben oui, au fédéral, il y avait 12 types de réduction de cotisation, il y avait 5 activations, 6 primes et compléments. C'était très complexe, un peu confus, les gens s'y retrouvaient pas trop d'ailleurs. Donc on a décidé de simplifier ça drastiquement pour ne garder que 2 activations. Ça a été évoqué tout à l'heure, donc je ne vais pas m'étendre dessus. Mais aussi, ce qu'on a fait, c'est que toutes les matières qui nous venaient de l'ENEM, quand il y avait un critère d'accès, c'était un critère de chômage. Donc il fallait une certaine durée de chômage pour pouvoir avoir accès à Activa, machin, à Ciné, au PTP, etc. Or, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas une information qui est chez nous, d'une part, et d'autre part, il y a des personnes qui sont inoccupées, parfois de très longue durée, et qui ne sont pas chômeurs complets indemnisés, donc qui n'avaient pas accès aux activations ou aux mesures. Ce qu'on a fait, alors, c'est comme critère plutôt prendre la durée d'inscription en tant que demandeur d'emploi, de sorte que, par exemple, les personnes exclues du chômage qui jusque-là encouraient une double peine, hein, ils n'avaient pas la carte, ils n'avaient pas accès, ils étaient exclus, ils n'avaient pas accès. Ces personnes, maintenant, sur base de leur inscription au chômage, peuvent avoir accès aux mesures. Et on a fait des développements technologiques vraiment très très importants, et notamment un calculateur en ligne. Donc tout demandeur d'emploi wallon peut aller sur Internet, il introduit son NIS, et automatiquement le système calcule depuis quand il est inscrit et à quel type
de mesure, il peut donner accès. Et s'il est en entretien chez son employeur, il peut même le faire apparaître sur son smartphone et l'indiquer. On a modernisé un petit peu l'affaire. Alors, le problème en Wallonie, je ne vais pas vous chanter les hymnes pleurés, je n'aime pas cette chanson-là, mais on a quand même eu un souci, c'est qu'en juin 2017, si vous vous en souvenez, il y a quelqu'un qui a tiré la prise du gouvernement wallon, et il y a eu un gros remaniement du gouvernement. On travaillait avec Eliane Tillieu jusque-là, et en cours, on avait sur le coin du feu une réforme APE qui était en train d'aboutir, on avait un projet de réforme des ALE, et on réfléchissait à plein de choses, hein, sur la formation des travailleurs, etc. Et puis tout à coup, fini, on est à la lumière. Et son successeur n'avait pas exactement la même vision des choses, donc il a lancé sa propre réforme APE, il a lancé sa propre réforme ALE, et j'ai envie de dire quand même, heureusement, il n'a pas pu aboutir avant la fin de la législature. Je dis heureusement pour les travailleurs APE et pour leurs employeurs, et pour le Forem en ce qui concerne les ALE, parce qu'on allait un peu dans le mur. Enfin bref, je n'aurais pas dû dire ça. Alors, actuellement, on réfléchit, on a encore notre ministre, avec Christy Montréal, il y a une réflexion qui est quand même loin sur les aides à la formation des travailleurs, donc congé d'éducation payé, chèque formation, crédit adaptation, tout ça. On a fait faire une très grosse évaluation et normalement on devrait atterrir avant la fin de la législature, enfin la ministre devrait atterrir avant la fin de la législature à une réforme de ces aides à la formation. C'est d'ailleurs inscrit dans le plan de relance de la Wallonie. Alors les agences locales pour l'emploi, à mon avis, on n'ira pas plus loin pour le moment. On a fait quelques réformes à la marge. On parlait des titres-services tout à l'heure. Je vérifierai, mais je me demande si on a vraiment gardé l'obligation des 60% de chômeurs complets indemnisés. Il me semble souvenir que nous, on a plutôt parlé d'inscription comme demandeur d'emploi, comme pour les autres dispositifs. Et c'est vraiment une direction qu'en Wallonie on souhaite prendre pour ne laisser personne sur le bord du chemin, parce que les personnes qui sont inoccupées de longue durée ne sont pas nécessairement au chômage. Et alors, il y a une très grosse réforme en cours, donc je vais vous en parler 2 minutes, c'est la réforme de l'accompagnement. Je vous ai dit tout à l'heure que les organisations syndicales voulaient qu'on crée, donc elles étaient totalement opposées au contrôle. Elles ont fini par accepter que le Forem accueille cette compétence, mais à condition que ce soit dans un service à gestion distincte, que les équipes soient vraiment bien séparées. C'était pas dans les mêmes bureaux, pas au même étage, pas dans les mêmes bâtiments, donc 2 mondes différents qui ne pouvaient pas se parler. Donc, c'est catastrophique, évidemment. On ne peut pas travailler de cette façon-là en se disant que c'est pour le bien des chômeurs et des demandeurs d'emploi. Donc progressivement, on a essayé que ces mondes se parlent. Et puis les organisations syndicales ont été un petit peu plus à l'écoute, ont accepté d'aller voir ce qu'on faisait en Flandre. Et l'idée a mûri et ils se sont dit, on pourrait peut-être essayer de faire comme les Flamands, qui eux ont tout de suite intégré le contrôle de la disponibilité à l'accompagnement. Et ce sont les conseillers qui encouragent, qui de temps en temps mettent un petit coup de pied au derrière, ce genre de choses. Et c'est vraiment si ça ne va pas qu'on oriente le demandeur d'emploi vers un service qui va sanctionner. Donc tout ça a été étudié et actuellement et depuis des mois, il y a vraiment un très fort investissement du Forem en gestion du changement, en technologie de nouveau, pour faire en sorte qu'il y ait des accompagnements plus fluides, davantage d'accompagnement, parce qu'on se dit que mieux et plus les gens seront accompagnés, moins il y aura besoin de contrôler et surtout de sanctionner. Normalement, on devrait atterrir, l'accompagnement adapté, qu'on appelle accompagnement orienté coaching et solutions, voilà, j'ai tout dit, entrera en vigueur le 1er janvier 2022. Alors, là, j'ai presque fini. Alors, on parlait de refédéralisation. C'est un mot amusant, je trouve. Alors, je me dis, déjà, c'est bizarre. Les transferts, ils ont été décidés il y a 10 ans. Ils sont devenus effectifs il y a 5 ans. C'est rien du tout, ça, 5 ans, quand on parle de marché de l'emploi. J'ai dit tout à l'heure, déjà, nous, en plus, on a eu une crise politique, et puis tout le monde l'a crise Covid.
Je ne vais pas parler des inondations, mais il y a eu des embûches, et de toute façon, 5 ans, ce n'est rien. La Wallonie a réformé les aides à l'emploi en 2017, et une première évaluation a été faite en 2019. Mais quand on a des dispositifs qui courent sur 3 ans, cette évaluation, elle ne peut pas être complète. On peut pas mesurer l'insertion socio-professionnelle après une mesure qui n'est pas terminée. Enfin bref, donc déjà parler de refédéraliser les choses alors que les délais sont si courts, c'est un petit peu bizarre. Et puis, ce dont on se rend compte, et Manon l'avait abordé, c'est que les régions ont parfois pris des directions différentes. La Flandre a beaucoup réformé. Et je vais reprendre un exemple, les ALE, c'est supprimé en Flandre, enfin c'est intégré dans un autre dispositif, mais l'une des conséquences, c'est que les Wallons ne peuvent plus aller prester des heures ALE en Flandre. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les fruticulteurs, les horticulteurs flamands, ils ont hurlé évidemment, ils n'avaient plus personne pour cueillir leurs fraises et leurs légumes, etc. Donc il a fallu refaire des accords de coopération pour permettre aux demandeurs d'emploi wallons d'aller prester chez les horticulteurs flamands avec un statut ALE. Donc refédéraliser, ça me semblerait compliqué parce qu'il y a quand même des choses qui ont pris des directions très différentes parfois. Alors faudrait-il de nouveaux transferts en matière d'emploi? Moi, je me dis, qu'est-ce qui reste en matière d'emploi au fédéral? Il reste le droit du travail, réglementation chômage, la concertation sociale. C'est pas l'emploi. Et puis on parle de fédéralisme de coopération, de possibilité de conclure des accords asymétriques. Le fédéral, dans la DPG en tout cas, dit qu'il peut aider les régions dans le développement de certaines politiques de façon asymétrique. Mais ces derniers temps, ce que j'entends systématiquement, c'est que la phrase est complétée par « dans le respect des compétences de chacun ». Donc, des compétences en emploi au fédéral, à mon sens, il n'en reste pas beaucoup. Alors certains disent « oui, mais on pourrait régionaliser certains volets de la réglementation au chômage ». Et c'est le cas, par exemple, du cadre normatif. Certains disent « on pourrait assouplir le cadre normatif et que chaque région puisse le définir en fonction de ses besoins. On fait ça. Imaginons que la Wallonie adopte un cadre normatif peut-être un petit peu plus light que le cadre normatif flamand. Que va-t-il se passer? La Wallonie va moins sanctionner. Et alors, que dira-t-on? Qu'elle abuse des deniers fédéraux, puisqu'elle ne sanctionne plus les chômeurs et qu'elle galvaude ce qui a souvent été dit, les transferts de budget, etc. Et déjà maintenant, alors que le cadre normatif et fédéral est normalement le même pour tout le monde, en matière de dispo, s'il y a sanction, c'est un avertissement, une suspension et éventuellement une exclusion. Mais nos amis flamands, ils ont inventé le pré-avertissement. Et apparemment, ça marche. Donc le chômeur, on lui dit, fais attention, parce que si tu ne fais pas ça, tu vas avoir un avertissement. Et apparemment, ça le stimule. Il y en a eu 15 000 en 2019. Mais comme le pré-avertissement, ça n'existe pas dans le cadre normatif, c'est pas comptabilisé. Et alors moi, ma patronne, elle se retrouve 2 fois par an, parce qu'il y a un monitoring au sein du comité de gestion de l'ONEM. Et voilà, les DG doivent justifier des disparités entre régions, parce que tout à coup, c'est la Wallonie qui sanctionne le plus. Alors les organisations syndicales tombent sur mon âgé, parce que qu'est-ce qui se passe? Et par contre, les organisations patronales tombent sur le DG du VDAB. Qu'est-ce qui se passe? Vous ne sanctionnez plus, vous, maintenant. Vous voyez, donc déjà maintenant, alors que c'est le même cadre, il y a des disparités et ça devient difficile de comparer, il faut sans arrêt justifier. Si on revoit le cadre fédéral, c'est peut-être pour être plus explicite sur la façon dont on va déterminer comment on contrôle, parce que sinon ça n'est plus comparable. Et alors, qui dit régionalisation, dit automatiquement un besoin accru d'accords de coopération entre les différentes régions. On a évoqué tout à l'heure la 2e réforme de l'État en 1980, qui transférait la mise à l'emploi, la formation professionnelle. Quand les services publics
régionaux de l'emploi ont été créés. Au départ, c'était seulement le Forem et le VDAB. La première chose qu'ils ont faite, c'est signer entre eux un accord de coopération pour les échanges de données, les échanges d'offres d'emploi, les échanges éventuellement de données sur les demandeurs d'emploi, etc. Et cet accord de coopération a été adapté au fil du temps et est devenu un accord de coopération plutôt visant la mobilité interrégionale. Mais les besoins en mobilité interrégionale, ça s'en va et ça revient. En 2005, la Flandre était très demandeuse de mobilité interrégionale pour satisfaire les offres d'emploi. Donc, on a signé cet accord de coopération. On a intensifié les plans d'action. En 2008, on est allé jusqu'à créer des équipes mixtes. Donc, il y avait au Forem des équipes à Liège, à Halle et à Moucron. Au sein du même bureau, il y avait des agents VDAB et des agents Forem, et leur but, c'était d'accompagner 50 000 demandeurs d'emploi wallons pour satisfaire 5 000 offres d'emploi flamandes en un an. On n'est jamais vraiment arrivé à ces chiffres-là, mais ça marchait bien. C'est moi, qu'est-ce qui s'est passé en 2008 et puis 2011-2012? Il y a eu de la crise économique. Et la Flandre n'a plus été spécialement demandeuse de demandeurs d'emploi wallons, parce qu'ils avaient des gens à placer. Donc on a supprimé les équipes. Et puis qu'est-ce qui s'est passé après? Il y a eu une relance en Flandre. Alors en 2018, ils sont revenus en disant il faut absolument qu'on relance. Et là, c'est un peu fluctuant comme ça. Mais effectivement, c'est un besoin très important. Et on a été heureux d'entendre que le gouvernement fédéral prévoyait d'ailleurs de créer une plateforme pour favoriser la mobilité interrégionale. Et on était encore plus contents parce qu'il disait que c'était Synerjob qui allait être chargé de coordonner ce que l'association fait déjà. On suit la mobilité interrégionale au jour le jour. Et bien voilà, je crois que j'ai tout dit. Est-ce qu'il y a des questions, remarques, commentaires? Vas-y Benoît. Le dernier point, évidemment, on travaillait un peu ensemble quand on a fait évidemment les premiers accords de coopération en 2005. Est-ce que tu penses vraiment que le fédéral, que les régions sont capables de faire cet accord de coopération sans une vraie contrainte fédérale? Alors peut-être que ce qui est en train de se passer aujourd'hui, le fédéral officiellement, donc on l'a déjà vu ce matin, les accords de coopération, ça va, ça vient. Donc, quand ça les intéresse, c'est surtout le nord du pays, ils sont demandeurs. Et donc, il n'y a aucun suivi et aucune cohérence de la politique sur le long terme. Est-ce que là, ce n'est pas une des compétences qui devrait revenir plus fortement au fédéral, d'essayer de stabiliser, entre guillemets, ces coopérations qui ne dépendent pas du bon vouloir d'une des 3 entités ou d'une des 4 entités? Oui. C'est vrai que je me souviens qu'en 2005, le fédéral n'était pas présent à la table des négociations, c'était uniquement les régions et la communauté germanophone. Mais tu as raison, mais d'un autre côté, je pense que ça dépendra toujours des besoins. S'il y a besoin, comme c'est encore le cas maintenant, si la Flandre a besoin de travailleurs venant des autres régions, ça marche à partir du moment où elle n'exprime plus ce besoin. Et alors, il y a un autre problème, c'est que tu peux passer tous les accords de coopération que tu veux. La mobilité interrégionale, les besoins en main-d'œuvre flamand, parfois, ce sont les mêmes chez nous. Dans le cas de certains métiers en pénurie, nous avons les mêmes besoins que les autres régions. Et voilà pourquoi est-ce qu'un Wallon deviendrait maçon en Flandre, alors que c'est un métier vraiment en rupture chez nous. C'est le cas d'une série de pénuries comme ça. C'est un peu adéquationniste de se dire il y a autant de demandeurs d'emploi inoccupés en Wallonie, mais pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas occuper les emplois? Les Flamands pleurent pour avoir des travailleurs. Oui, mais parfois ça ne va pas ensemble. Et les besoins exprimés par la Flandre, mais comme je viens de le dire, parfois sont les mêmes que ceux des autres régions, ou bien alors, ce sont des besoins différents, mais hautement qualifiés. Et l'un des problèmes du vivier de main-d'œuvre wallon, c'est que beaucoup de demandeurs d'emploi inoccupés sont peu qualifiés, ou en tout cas ne rencontrent pas les qualifications qui sont demandées de l'autre côté de la frontière linguistique.
Et alors il y a eu, je me souviens en 2005, de toutes ces discussions passionnantes d'ailleurs avec Frank Vandenbroek, et il y avait les Flamands semblaient accueillir plus facilement des Français que des Wallons, alors que le problème linguistique, les Français ne parlent pas flamand, encore moins que les Wallons, je pense. Donc c'était pas un problème linguistique, c'était aussi de l'ordre du préjugé. Les Wallons, ils aiment bien faire la fête, ils sont un peu paresseux, ils font la grève. Et alors, dans la liste des compétences potentiellement transférables, si j'écoute ce qu'on entend au nord du pays, ils en mettent une en plus. C'est l'allocation de chômage. Que tu n'as pas abordé. Non, je n'ai pas abordé. Du côté francophone, on n'envisage pas cette possibilité-là À ma connaissance, non, parce que c'est du détricotage de la sécurité sociale, ça me suit. Et je pense que du côté... Enfin, je m'exprime un peu, c'est improvisé, là, je n'ai pas eu de mot d'ordre, mais je pense que en Wallonie, en tout cas, on n'est pas favorable à un détricotage de la sécurité sociale. On en a déjà un peu écorné avec les allocations familiales, les allocations de chômage. Oui. Par rapport au monitoring, vous avez clairement le monitoring des chômeurs. Et vous avez donné cet exemple à la qui est assez chaud. Vous m'entendez? Pas très bien. Lors de votre intervention, vous avez parlé du monitoring des chômeurs. Vous avez évoqué le fait qu'en Flandre, il y avait des pré-avertissements, voilà, quelque chose qui n'apparaissait pas dans la... qui n'est pas défini par la norme fédérale, et que ça crée des tensions, des incompréhensions au niveau fédéral entre ce qui se faisait en Flandre et en Wallonie. Ma question est par rapport au monitoring, c'est est-ce que vous n'avez pas l'impression que, bien que la compétence a été défédéralisée, avec le temps, toutes les entités fédérales commencent à mettre en place, à faire la même chose dans le cadre de la norme fixée au fédéral. Est-ce que faut lui demander si sur le compte est-ce que toutes les entités avec le temps ne finissent pas par mettre en place la même chose? Sinon c'est lui qui va pas entendre la réponse. Ah si, parce que moi je peux parler très fort. C'est vrai qu'avec la description que j'ai donnée, où j'ai dit qu'on est allé voir en Flandre comment ils avaient fait et qu'on s'en est inspiré, mais ça ne veut pas dire qu'on fait la même chose. Je pense que même si on peut se dire que les modèles redeviennent proches, c'est de toute façon quand même... il y a des différences, on n'est pas les mêmes, donc on ne peut pas faire exactement la même chose. Ce qui s'est passé chez nous, il y avait cette opposition des organisations syndicales au fait qu'on exerce le contrôle, mais aussi dans le cadre de l'accompagnement en Wallonie, franchement, on n'arrivait pas à accompagner tout le monde. On a pu justement faire des études. On travaille avec l'OCDE pour le moment sur le chômage de longue durée. Ils font une étude pour nous. Et on se rend compte que l'accompagnement tel qu'il était mené ne touchait pas tout le monde. Les gens les plus éloignés, ceux qui étaient inoccupés depuis plus longtemps, en règle générale, étaient ceux qui étaient le moins accompagnés. Avec la réforme de l'accompagnement, on va pouvoir, ça je ne me suis pas étendue dessus, mais en fait, on va faire des segments différents. Il y a des personnes qui sont très autonomes et qui peuvent faire leur recherche d'emploi uniquement avec des outils Internet, avec des outils informatiques. Ceux-là, s'ils ne demandent rien, on les laisse se débrouiller, et certains se débrouillent très bien comme ça. Donc le temps qui est récupéré, parce que normalement, avant, même ceux-là, on les accompagnait à partir du moment où ils étaient jeunes, qui quittaient l'école, etc., on les accompagnait systématiquement. Mais on ne le fera plus systématiquement en tout cas. Mais ça veut dire qu'on va récupérer du temps qui pourra être consacré à ceux qui en ont peut-être plus besoin. Donc il y a une première étape, c'est tout via Internet, et puis c'est du digital, donc c'est physique et digital. La personne travaille avec du digital, mais peut avoir un conseiller
et peut avoir des interactions. Et puis alors les publics qui rencontrent davantage de difficultés recevront un accompagnement plus intensif, voire un accompagnement par des assistants sociaux et des psychologues s'ils cumulent des problèmes psychomédico-sociaux, par exemple. Et pour moi, c'est pas exactement ce qui se passe. On s'inspire de ce qui se fait en Flandre, mais on ne fait pas exactement la même chose. Donc, on ne peut pas se dire on va en revenir à ce qu'on fait. J'avais une question posée, c'était dans les autres matières qui ont été défédéralisées, comme les allocations familiales ou soit aux personnes âgées, on se rend compte qu'à long terme, finalement, les régions vont devoir financer, trouver des moyens de financer vraiment l'exercice de ces compétences ou réduire le niveau des prestations. Au niveau du marché du travail, je pense que les politiques de services, les différentes régions ont déjà pris des mesures pour en réduire le coût régional. Est-ce que l'exercice des autres compétences va nécessiter également, selon vous, de réduire, ou est-ce qu'on a déjà pu réduire finalement les réductions de cotisation, des choses comme ça, pour arriver à rester dans l'enveloppe qui a été transférée par le PDA? Et oui, les budgets sont monitorés de façon très serrée et le grand danger, c'était une sonnette d'alarme qu'on avait tirée très tôt dans le groupe d'experts que j'ai évoqué tout à l'heure, c'était l'APE. En fait, on a reçu les droits de tirage qui existaient encore au fédéral et on a reçu les réductions de cotisation. Mais on a reçu ce budget dans une enveloppe fermée, alors que le dispositif APE continuait à évoluer, et en particulier en termes de réduction de cotisation. Et là, le Conseil économique et social avait réalisé des calculs et disait qu'à terme, on allait vraiment dans le mur, d'un point de vue budgétaire. Donc, c'est la raison pour laquelle, enfin, c'est pas la seule, mais c'est l'une des raisons pour lesquelles il était urgent de réformer l'APE. On suit aussi de façon très étroite un dispositif tel que le titre-service, parce que là, vous avez vu les masses budgétaires. Donc, jusqu'à présent, on n'a jamais eu de problème. On est arrivé à maîtriser les trajectoires. On n'a jamais dû, par exemple, vous savez que pour certains dispositifs, les régions sont, comment est-ce qu'on dit, responsabilisées. Et si on dépasse un plafond qui a été fixé au départ, il va falloir rembourser au fédéral les montants des allocations de chômage des travailleurs ailés, par exemple. On n'a jamais dû. Là, sur les travailleurs ailés, je ne peux pas dire qu'on soit vraiment responsable de l'évolution. En fait, on se rend compte qu'il y a de moins en moins de prestataires. Ça intéresse de moins en moins les gens de prester en ALE. Et d'ailleurs, dans le cadre de la crise Covid, et je pense qu'on l'a pérennisé, on a ouvert le dispositif ALE à d'autres demandeurs d'emploi parce que le système était en train de s'étrangler. Donc voilà, je ne peux pas en dire beaucoup plus. Je pense que je réponds à la question. D'autres remarques, questions, commentaires?